bienvenue à tout le monde à ce deuxième webinaire du programme ARSH pour l'Afrique de l'Ouest, donc de l'Afrique francophone, je vais dire. Euh, Ce programme qui est mis en place cette année par APHRC. Euh, nous sommes un centre de recherche international basé à Nairobi au Kenya avec un bureau régional qui couvre l'Afrique de l'Ouest et du centre basé à Dakar. Pour ce webinaire mensuel, nous avons on va dire l'honneur de pouvoir avoir des intervenants de haute facture. Nous avons ce mois-ci pour discuter de la conception d'un plan de recherche. Nous avons le professeur Latif Dramani que j'aurai le plaisir d'introduire avant de lui donner la parole. Et nous avons le docteur Soumaïla Ouedraogo. Le professeur Latif Dramani est agrégé en économie et titulaire d'un doctorat en économie de l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Professeur Dramani est professeur titulaire à l'université Iba Der Thiam de Thiès au Sénégal. Il est également coordonnateur du Centre de recherche en économie et finances appliquées de Thiès, CREFAT, toujours au Sénégal. Professeur Dramani est représentant Afrique du réseau NTA. Il aura l'occasion de nous en parler assez rapidement. Et il est également le coordonnateur du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, le CREG. Il est actuellement le représentant Afrique du réseau NTA et actuel président de, de ce réseau. Professeur Dramani, je vais vous laisser vous introduire et nous donner quelques informations par rapport au CREG pour ceux qui ne connaissent pas avant que nous puissions procéder. Merci. Professeur, à vous la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Madame Digo et bonjour à Docteur Soumaïla Ouedraogo. Bonjour à tous les collègues connectés. Donc, comme l'a dit Madame Digo, c'est Prof Latif Dramani. Je suis le président coordinateur du CREI. Le CREI, c'est le consortium régional pour la recherche en économie générationnelle qui est basé à Thiès et qui couvre le continent africain. Donc, nous sommes un centre d'excellence africain basé au Sénégal qui travaille sur les questions de démographie économique, tout ce qui a rapport avec les questions de genre, les questions d'économie des soins, qu'on appelle aujourd'hui care economy, et tout ce qui a rapport avec les questions de population. Donc, entre autres, euh, nous travaillons spécifiquement sur les questions de dividendes démographiques, sur les questions de budgétisation sensible aux dividendes démographiques, sur les questions d'économie des soins, donc le travail domestique non rémunéré, donc les questions de pauvreté, les questions d'économie géographique aussi. Voilà, donc ça c'est pour ratisser. Donc nous collaborons aussi avec EPHRC, donc dans le cadre de nos programmes, et aussi d'autres centres, donc les centres de recherche africains, les universités africaines, parce que nous sommes basés à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Et aujourd'hui, le CREG couvre disons, pas aura a la charge de couvrir le réseau. Notre réseau, c'est un réseau de plus de 100 pays qui qui couvre ce qu'on appelle spécialisé sur les questions d'économie générationnelle qu'on appelle NTA, National Transfer Account, dont le siège est basé à l'université de Berkeley en Californie aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le CREG prend le lead sur ce réseau par rapport à tout ce qu'il a pu faire en Afrique, parce que nous couvrons actuellement plus de 30 pays en Afrique. Voilà, et je vais m'arrêter là. Donc, sûrement que dans les discussions, on va y revenir, parce que nous, on ne fait que de la recherche-action. On ne fait pas autre chose. Voilà, merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup, professeur Dramani. On est ravis de vous avoir avec nous. Je pense que tous les chercheurs qui sont avec nous sont ravis. Comme vous dites, le CREG ne fait que de la recherche et de la recherche-action. Donc, nous sommes au bon endroit pour pouvoir parler du thème qui nous réunit aujourd'hui. Je vais donner la parole au docteur Soumaïla Ouedraogo. Je vais juste, la présentation ne veut vraiment pas avancer, mais peut-être juste rappeler que le docteur Soumaïla Ouedraogo est euh, donc au niveau de APHRC en tant que postdoc. Docteur Soumaïla, je vais vous inviter à vous présenter le temps de régler les aléas du direct. Allez-y. Oui, bonsoir madame et bonsoir aux collègues qui nous suivent depuis leur poste. Euh, donc, je suis Soumaïla Ouedraogo. Je sais pas, on m'entend bien? Très bien, très bien. D'accord. Voilà, donc postdoc, postdoctorant à EPHRC Nairobi, que j'ai joint il y a, on va dire, à, à peine 6 mois. Voilà, mais auparavant, j'étais à un précédent postdoc à l'Université de New York à Abu Dhabi, après une thèse en démographie à la Sorbonne, euh, sur notamment l'estimation de la mortalité des personnes âgées en Afrique subsaharienne. Voilà. Alors, on s'est intéressé un peu à cette question-là parce que l'essentiel des travaux de recherche, que ce soit des démographes ou des santé publicistes, sont restés focalisés pendant longtemps sur les enfants, les mères, et puis avec les bons, en tout cas les gains d'espérance de vie engrangés dans le cadre donc de la réduction de la mortalité infanto-juvénile et maternelle. Ben, on a commencé à voir de plus en plus en fait de personnes âgées dont la proportion commence à s'accroître de façon assez importante. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la structure par âge des décès, on se rend compte que non seulement les populations des personnes âgées augmentent très vite en Afrique subsaharienne, mais en plus, si on prend en fait les décès dans leur ensemble, les décès au-delà donc bon, nous considérons 50 ans pour les personnes âgées en Afrique subsaharienne, au regard donc d'un certain nombre en fait, on a essayé de le contextualiser, sinon généralement on le prend à 60 ans ou parfois 65. On se rend compte que en fait les décès les plus dominants dans toutes les sous-régions africaines sont les décès en fait des personnes âgées. La tendance s'est inversée. Et donc, il y a urgence donc à regarder cet aspect-là au risque donc de voir tous les efforts qui ont permis d'engranger des gains en matière d'espérance de vie et tout ça. On pourrait voir ces efforts-là en fait voilà s'effondrer. Voilà, donc c'est un peu ça qui nous a amené à travailler sur l'estimation de la mortalité des personnes âgées parce que déjà c'est des problèmes pour pouvoir les estimer. On n'a même pas de source de données. En dehors donc vous savez que les principales sources de données en Afrique subsaharienne pour de tels travaux, c'est les enquêtes démographiques et de santé. Malheureusement ou heureusement, parce que c'est quand même quelque chose, sauf que ça ne couvre pas toutes les cibles. Donc, les personnes âgées ne sont pas prises en compte dans ces enquêtes-là. Et donc, on a du mal à trouver des données pour pouvoir, en fait, lorsqu'on veut travailler sur les personnes âgées. Donc, voilà un peu ce qui a conduit, en fait, à ces travaux-là. Nous avons essayé de mobiliser, en tout cas, les recensements, quelques enquêtes démographiques où on a intégré
des informations sur les personnes âgées et puis les données des observatoires de population. On en a un certain nombre en Afrique subsaharienne, donc on a essayé donc de les prendre en compte, quand bien même elles ont des limites, parce que ce sont des petites populations, donc à un certain âge, on n'a pas beaucoup d'effectifs. Voilà. Mais tout ça combiné nous a permis donc de produire cette thèse-là, et puis depuis, donc, on essaie donc de travailler sur des thématiques en lien avec la santé et la mortalité en fait des personnes âgées. Donc, j'ai rejoint EPHRC, l'unité vieillissement et développement, pour voir comment ensemble on peut porter les questions qui touchent donc à cette frange donc de la population. Voilà ce que je peux dire me concernant. Merci beaucoup, docteur Soumaïla Ouedraogo. Je souris parce que ce que j'entends rejoint également le portefeuille du CREG qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils sont également ravis de pouvoir partager ce panel avec vous, dans la mesure où le CREG travaille beaucoup sur ces problématiques-là. Et nous allons, au cours de la discussion, pouvoir avoir ce partage d'expérience de la part du professeur Dramani Ducreg et de la part de votre expérience, docteur Soumaïla, par rapport à tous ces travaux de recherche qui ont été menés de part et d'autre et qui pourront certainement, sur le plan de l'orientation, accompagner en tout cas, les participants qui nous suivent aujourd'hui. Avant de revenir vers le professeur Dramani qui va faire la première présentation, j'aimerais inviter tous nos participants que je remercie vraiment pour la présence, de se présenter dans le chat, de nous dire depuis quel pays ils sont connectés. Et j'aimerais vous inviter, chers participants, à répondre à cette question, juste pour nous permettre à professeur Dramani, permettre au docteur Soumaïla de pouvoir également comprendre un petit peu votre intérêt finalement à cette participation. Qu'est-ce que vous appréhendez par rapport à l'élaboration d'un plan de recherche? À quelles difficultés avez-vous été confronté? Quelle est votre principale difficulté aujourd'hui dans l'élaboration d'un plan de recherche? Est-ce qu'il s'agit de finalement définir la bonne question de recherche? Avez-vous été heurté, on va dire, à la difficulté de la structuration des différentes sections d'un plan de recherche? Avez-vous, par exemple, eu du mal avec les aspects éthiques, qu'il s'agisse d'un pays ou un autre? Avez-vous des difficultés par rapport à la planification en ce qui concerne la dissémination des résultats, etc. Donc, prenez une minute, répondez-nous dans le chat, dites-nous finalement euh, qu'est-ce qui finalement vous fait peur, sur quoi aimeriez-vous être le mieux orienté. De ce fait, professeur Dramani et docteur Soumaïla, en prenant la parole pour en mettre l'accent sur cela. Donc, vous avez vraiment une minute, répondez-nous dans le chat. Si vous voulez en profiter pour poser une question, faites-le. Voilà, n'hésitez pas. Le chat, ça va être votre espace, le temps des présentations et naturellement, nous reviendrons pour répondre à toutes vos questions, tous vos commentaires et n'hésitez pas à faire vos contributions également dans le chat. Nous sommes dans un espace, on va dire, ouvert, donc n'hésitez pas également à faire des contributions. Je vais me tourner vers le professeur Dramani. Professeur, vous allez faire la première présentation, donc vraiment sur la conception d'un plan de recherche solide. Je vais vous donner la parole pour vous permettre de dérouler. Merci beaucoup. Merci à Madame Digo pour la présentation et encore merci pour l'opportunité et l'invitation à ce panel que j'aurai l'honneur de faire avec mon co-panéliste, docteur Soumaïla. Voilà. Euh, on me demande ici de parler de c'est quoi un plan de recherche. Donc, si on commence déjà, c'est un plan de recherche, c'est quoi? On peut l'appréhender sous l'angle d'une feuille de route qui va détailler les objectifs, les méthodes, la logistique d'un projet de recherche. C'est un Il va garantir aussi le fait que la recherche soit organisée et qu'elle soit systématique.
Il va permettre de garder le cap et d'assurer la compréhension partagée au sein de l'équipe de recherche par rapport à ceux qui proposent ce plan de recherche. OK, slide. Euh, Dans le plan de recherche, qu'est-ce que vous allez trouver? Quand on dit un plan de recherche, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, il y a la méthodologie, on va avoir la prise en compte des différentes questions éthiques, l'évaluation des risques et les réponses anticipées, la présentation des compétences de l'équipe de recherche, les modalités de gestion du processus de recherche, les stratégies de dissémination des résultats, l'allocation des ressources, et puis l'échéance calendrier ou le plan d'exécution. Mais ici, il faut rappeler que ce qui est important, bon, là, on a ce qu'on appelle, on va dire, un plan générique. Mais il y a des questions qui vont se poser avant, c'est-à-dire avant de se lancer. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Donc, avant de venir à ce plan générique, c'est qu'on a déjà fait un brouillon, on a déjà vu de quoi on veut parler. Il y a, par exemple, si on prend la gestion des risques et les anticipations, c'est qu'on sait ce qu'on veut faire à peu près. Parce que si c'est de la recherche action ou bien des fonds compétitifs, et on est en train de compétir, on est dans un concours. Donc, et il faut essayer de voir à peu près qui sont en place, quelles sont les forces en place et voir les différents risques. Aujourd'hui, par exemple, nous, on a des problèmes spécifiques lorsqu'on travaille dans certains pays parce que c'est des pays qui sont sous embargo par rapport aux donateurs. OK, tout ça, c'est les risques qu'il faut voir. Donc, c'est des risques politiques, des risques systémiques, etc. OK, on va y revenir. Slide. Bon, on va commencer donc le plan comme tout plan, donc l'introduction, le contexte dans lequel on va mettre le travail que nous sommes en train de faire. Ici, je vais me situer en deux grands profils. Vous avez le profil d'un fonds compétitif et puis le profil de quelqu'un qui a fait une recherche action. Parce que aussi la recherche, on l'a fait pour quelque chose, pour prendre des décisions dans un but bien précis. Bon, donc on va d'abord résumer l'importance de l'étude à proposer, résumer, faire ce qu'on appelle la revue sélective de la littérature sur le sujet. Donc on est focus on ne va pas, c'est pas une thèse qu'on est en train de faire, donc on va être très focus. Donc, c'est le deuxième point, une revue sélective de la littérature par rapport à ce qui intéresse ceux qui sont en train de ont lancé le fonds compétitif ou la recherche, action. Il faut décrire. Donc, c'est le troisième point, les fondements théoriques, les grandes théories. Bon, c'est dans la revue de la littérature parce que la revue de la littérature sélective, c'est deux parties, deux sections, on va dire, une section théorique, une section empirique, où on voit ce qu'on appelle les grands auteurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait des contributions majeures dans le domaine. Voilà, ou dans le champ théorique. Donc, il faut les appeler. Donc, il faut les convoquer. Et maintenant, il faut expliquer comment l'étude va s'appuyer sur donc l'empire, donc les fondements empiriques. Il y a des résultats qui ont été déjà soit dans notre pays, dans le pays où la localisation de l'étude, il y a déjà des résultats que d'autres personnes ont eu à faire. Comme on le dit, le monde est vieux. On ne, on ne, on ne fait pas une étude comme ça, on est le premier à le faire. C'est très rare de nos jours, hein, parce que on est jeune dans un monde très vieux. Le monde a plus de 2000 ans, 2000 ans après Jésus-Christ, on va dire. Donc, le monde est vieux. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Voilà. Donc, un slide. Donc, ensuite, il faut articuler le contenu scientifique. Donc, on a tout ce qui a rapport avec le contexte et l'état des connaissances. Donc, il y a les études qui ont été faites avant, ce qu'on appelle la revue empirique. Donc, parce que c'est Professeur, il semblerait que nous vous ayons perdu. des travaux qui ont Ah, été là, faits c'est dans bon. le domaine, dans notre espace. Voilà. Donc, on va rappeler ces études-là, les plus récentes. Euh, OK, je ne sais pas si vous m'entendez, parce qu'on me dit que ma connexion est un peu instable. Oui, Euh, oui, on vous entend.
Voilà. Donc, ensuite, on a la justification du projet qui va être basée sur les données probantes. Bon, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, comme on le dit, on fait de la recherche. C'est pour quelque chose. C'est pas de la recherche, on se lève, on cherche quelque chose. Non, c'est parce que il y a des questions importantes et nous savons que pour répondre à ces questions, il faut une méthodologie. Tout est calibré pour pouvoir vraiment suivre l'orthodoxie, la déontologie, l'orthodoxie dans le domaine pour pouvoir apporter une réponse qui va être utilisée pour répondre à une question sociale. Parce que nous, aujourd'hui, c'est ça. On est en sciences humaines, sciences sociales, pratiquement. Donc, on aura besoin de ces références, on aura besoin de convoquer ce que nous allons apporter comme solution par rapport à ce qui existe. Donc quand nous faisons dans cette partie de l'articulation, on doit apporter une innovation par rapport à la méthodologie ou bien par rapport à puisque ici, on est dans la recherche-action en général, c'est pas de la recherche théorique. Donc, on apporte une innovation par rapport à souvent la méthodologie ou par rapport aux données, la façon dont on les a collectées ou par rapport aux différents résultats et qui seront issus sur le plan analytique. Bon, il faut citer les questions de citation, bien sûr, les références, parce que euh, on vient comme le monde est vieux, donc il faut citer ça fait partie de la base de tout chercheur, c'est-à-dire il faut citer les gens qui ont travaillé dans le domaine. Et bon, et on doit être impartial aussi parce que c'est pas une question d'amis. La recherche, c'est pas une question d'amis ou de parents. On cite les références parce qu'ils ont travaillé dans le domaine, sur le sujet, dans notre pays ou dans notre environnement, dans notre sous-région, dans notre région. On les cite parce qu'ils ont travaillé là-dessus. C'est, c'est normal. Sinon, ça dit qu'on aura une revue incomplète. Une revue incomplète veut dire qu'on fait de la subjectivité, ce qu'on doit éviter au maximum. OK, donc on va parler de ça au niveau de faire le résumé, de- de- mettre un petit résumé et aussi être très pertinent, donc avec des mots-clés qui intéressent souvent, surtout du côté si on travaille avec des bailleurs ou avec des donateurs qui les intéressent. OK, slide. OK, on revient maintenant à la question de recherche question de recherche et objectifs. On va présenter les questions de recherche, inclure les objectifs de l'étude ou les hypothèses. Et comme vous le voyez ici, bon, tel que c'est illustré, là, une bonne question de recherche doit être claire, ciblée, réaliste, complexe et permet une analyse approfondie. Donc, il y a quelque chose que nos maîtres nous ont appris. Moi, j'ai appris ça dans le système anglo-saxon, c'est que euh, on pose une question, on essaie de répondre à la question. Donc, c'est-à-dire, il faut aller directement à l'objectif. Comme on dit, straight to point. On ne cherche pas à faire plusieurs choses en même temps. Donc, on doit être clair, comme le dit l'adage, tout ce qui se conçoit bien. Donc, vous connaissez la suite. Donc, c'est-à-dire, on doit être précis dans tout ce que nous faisons au niveau de la recherche. Bon, ça, c'est très important parce que ici, on est sur soit des fonds compétitifs ou bien sûr de la recherche-action. C'est-à-dire que derrière, il y a des coûts. Il y a des coûts. Donc, et c'est pas évident. Il y a des coûts et c'est pas juste on fait quelque chose pour plaire à soi-même. On fait quelque chose où on va compétir avec des gens au niveau international. Et souvent, c'est pas, les gens viennent en consortium. Ils ne viennent même pas en tant que chercheurs seuls. Ils viennent en groupe de chercheurs ou en groupe d'institutions. C'est des gens très spécialisés. Donc, on doit être clair, cibler ce qu'on veut faire, être réaliste, d'accord? Parce qu'il ne faut pas aller proposer un budget qui explose, etc., etc. Et puis, on est en train de traiter des questions complexes. Voilà. Donc, sinon, il n'y a pas de raison qu'un chercheur se penche sur une question. Si c'est des questions qu'on peut régler de façon opérationnelle, c'est pas des questions de recherche. Euh, voilà, et puis la question doit permettre de faire une analyse approfondie parce que le décideur, s'il demande, ou bien le donateur, ou le pays, ou celui qui est en train de commanditer l'étude, ou la recherche, s'il veut mettre de l'argent, c'est parce que il a un besoin et il a une question centrale voilà, qu'il doit répondre. Voilà, donc sur cette partie, bon, elle est très importante, cette partie-là, de comment on pose la question, mais c'est quoi le problème?
tel qu'on veut l'appréhender et que tout ce qui va dériver, en fait. Slide, s'il vous plaît. Maintenant, de là, de la question de recette va dériver, vont dériver, ou bien va dériver la méthodologie. Donc, là, on va voir les méthodes. Bon, donc, on avait déjà commencé depuis la revue de la littérature. Donc, dans la revue, on a vu les théories, on a vu les méthodes que nos pères, les autres spécialistes ont utilisé. Donc, dans la méthodologie, on va voir comment nous, on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut utiliser? Est-ce qu'on veut apporter une innovation? On veut faire comme tel? Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui sont disponibles. Donc, dans la méthodologie, on doit décrire comment on fait. Quelle est la méthode qu'on utilise? Donc, il faut décrire le design et le contexte de l'étude, détailler la méthode de recherche. Donc, il y a plusieurs types de méthodes. Est-ce que c'est une méthode qualitative, une méthode quantitative? Est-ce que c'est du quanti-quali, etc. Il faut que ce soit clair. Il faut définir les participants et les critères d'inclusion-exclusion. Donc, ça dépend. Si je suis en train de faire des études d'impact parce qu'il y a plusieurs types hein, d'études ou de recherches qui sont possibles. Donc, en fonction du champ scientifique et tout ça, on va voir est-ce qu'on inclut, on exclut. Donc, ça, c'est dans l'échantillonnage ou les méthodologies qui permettent soit de faire de l'inférence statistique ou d'avoir des perceptions, des opinions. Voilà. Est-ce que c'est les opinions sur lesquelles on veut aller? Donc, on fait du quali. Est-ce qu'on veut aller sur du quanti? Donc, mesurer, déterminer la taille de l'échantillon dépend fortement des coûts. Donc, donc là aussi, et souvent, pour les spécialistes, c'est très, très chose parce que si on prend une enquête nationale dans un de nos pays, les pays de la sous-région, au Sénégal, dans nos pays, c'est déjà 1 milliard de francs. 1 milliard de francs, c'est quoi? C'est presque plus d'1 million, 2 millions de dollars. C'est environ 2 millions de dollars, une enquête. Si, en moyenne, hein, c'est autour de 2 millions de dollars, une enquête nationale on veut faire. Donc, ça coûte très cher, les enquêtes. Donc, et ça, c'est par rapport à votre échantillonnage. L'échantillonnage, c'est le nombre vous voulez enquêter combien de personnes pour pouvoir répondre à la question de recherche. Présenter les outils de mesure. Donc, une fois qu'on a échantillonné, il y a les questionnaires. Bon, est-ce qu'on travaille sur les enfants? Tout à l'heure, le docteur Ouedraogo parlait de l'enquête EDS. Donc, on va avoir les questions, les mesures anthropométriques. Il faut mesurer la taille des enfants, leur poids, il faut mesurer tout ça. Donc, il faut se déplacer avec des pèses, etc. Donc, tout ça fait partie des outils de mesure. Euh, Expliquer les méthodes, donc former les superviseurs, les contrôleurs, et puis les enquêteurs qui vont aller sur le terrain. Il faut les former par rapport à un questionnaire. Donc, il faut des guides d'entretien. Il y a tout un dispositif qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place pour pouvoir remonter l'information. Ensuite, collecter les données, les apurer, et puis commencer à les analyser. D'accord? Et puis maintenant, montrer aussi que nous sommes des scientifiques. Il y a des erreurs qu'on doit pouvoir mesurer de façon claire. On doit pouvoir dire les précisions des indicateurs par rapport à la méthode que nous avons choisie. OK. Voilà. Donc ça, c'est la partie méthodologie qui montre comment on part de la question, comment on opérationnalise la question. Et bon, les pièges auxquels souvent on est confronté, qu'on appelle les pièges courants, c'est ne pas bien articuler la question de recherche. Donc, la question floue, ça, c'est des problèmes. C'est ignorer les questions de faisabilité, c'est-à-dire, soit on n'a pas tout le temps, et aussi les ressources ne sont pas infinies, les ressources sont fixées. Souvent, le budget est souvent très, très limité par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, il faut vraiment de l'ingéniosité pour pouvoir s'en sortir. Négliger aussi les considérations éthiques. Bon, par exemple, si je suis en train de travailler sur une question comme le sida, si je suis en train de travailler sur en fonction du contexte, du contexte sociologique, socio-culturel et des us et coutumes, il y a des questions qui sont tabous. Si je suis en train de travailler sur les questions des LGBT, par exemple, ou etc., donc c'est pas évident. C'est des questions, pour le scientifique, c'est pas tabou a priori, mais pour la société, vous ne pouvez pas venir dans une maison et commencer à demander, par exemple, si je travaille sur les questions de nuptialité,
commencer à demander à une dame ou à son époux combien de fois vous faites des rapports ou bien vous avez des trucs avec votre conjoint. Vous voyez, c'est un peu indécent dans notre socialisation. Voilà. Donc ça, il y a des questions éthiques aussi liées à euh, comment le chercheur, parce que nous, on n'a pas de morale en science. En science, ce qu'on a, c'est l'éthique. C'est-à-dire le fait que, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données et que on doit respecter tout ce qui a rapport avec les données personnelles qui sont confidentielles. On ne doit pas divulguer. Donc, ça, c'est des questions liées au métier. Voilà. Donc, maintenant, sur les questions de communication aussi, il y a des risques ou bien des pièges qui existent. C'est sous-estimé par l'importance de la stratégie de communication. Souvent qu'on oublie complètement lorsqu'on fait des recherches. On pense beaucoup plus à l'enquête, mais on ne voit pas comment on va publier les résultats, comment on va les disséminer et comment on va faire le plaidoyer. Et aussi, le fait de rédiger des plans génériques. Comme je le dis, nous sommes en compétition avec des fonds compétitifs où souvent, en général, de ce qu'on parle ici, c'est des projets sur lesquels qu'on va soumettre. Et quand on est seul, il n'y a pas de problème, mais souvent on n'est pas seul. On est avec des gens, on est avec comment on appelle, des compétiteurs. Donc, il faudrait être parmi les meilleurs. Et pour être parmi les meilleurs, le plan générique ne marche pas. Il faut vraiment quelque chose qui accroche. Voilà, en respectant tout ce qu'on a dit avant. Voilà, donc sur cette considération éthique, il y a tout un ensemble dessus. Nous, on prend, nous, l'espace CAMES, dans lequel nous, on évolue en Afrique de l'Ouest. Pour les pays francophones, on a un code éthique bien reconnu que tous les chercheurs doivent suivre. Tout ce qui travaille dans notre chose là, ça c'est le code éthique du CAMES. Maintenant, si je travaille avec les Canadiens, avec l'Université de Laval, l'Université de choses, il va avoir, le code éthique va changer, mais au fond, ça va rester la même, le même, le code va rester le même. Mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui est universel. L'éthique en matière de recherche, c'est universel. Mais ça va être nuancé en fonction des zones où on est. Par exemple, en Europe, ils vont avoir un code, ils vont insister sur certaines choses. Aux États-Unis, par exemple, nous, on travaille beaucoup plus avec les universités américaines, Johns Hopkins, Berkeley, Hawaii, Columbia, etc., etc. Donc, ils ont leur façon de faire, de voir l'éthique. Voilà, qui n'est pas forcément la façon dont nous on le voit dans notre espace CAMES. Donc ça aussi, il faut s'ajuster. Il faut s'ajuster pour pouvoir prendre en compte cette considération éthique. Sinon, des fois, certaines choses, vous ne pouvez pas publier. Voilà, parce qu'on va vous dire que vous n'avez pas le droit de publier certains types jusqu'à un certain niveau. Ce qu'on appelle la granularité. Vous ne pouvez pas publier jusqu'à un certain niveau. Vous allez vous arrêter à certains niveaux et ça peut vous poser des problèmes par rapport à votre thématique. Mais ça, c'est des choses qu'il faut voir depuis le début, comment anonymiser les données, ainsi de suite, comment les sécuriser et aussi comment prendre ce qu'on appelle, il peut y avoir des embargos. Nous, on travaille beaucoup avec les pays, exclusivement avec les pays, mais il y a des données qu'on ne peut pas donner sur les pays, même si nous travaillons avec les pays. Donc, ça veut dire que les pays nous donnent des bases de données, mais ces données, on ne peut pas les utiliser. Ça suppose qu'il y a des embargos là-dessus. Vous pouvez présenter des données au niveau national, agrégées, pas de problème. Au niveau des régions ou des départements, pas de problème, mais vous ne pouvez pas aller en dessous parce que ça commence à créer des problèmes, euh, des questions que le pays dit, je ne veux pas jusqu'à ce niveau-là. Voilà, donc ça, il faut avoir donc des autorisations avec les instituts de statistiques, avec les différentes institutions qu'on doit signer bien avant. Donc, tout ça fait partie de l'éthique en matière de recherche parce que si les données qu'on a collectées, on n'a pas pris les permissions qu'il faut, après, on ne peut pas les publier.
Docteur Soumaïla, vous pouvez y aller. Euh, merci, merci Diama pour l'introduction. Merci aussi au professeur Dramani pour l'introduction et le passage à vue donc des différents éléments jusqu'aux questions éthiques. Dans cette seconde partie, je vais m'attarder sur des éléments qui assurent l'opérationnalisation efficace d'un projet de recherche. Euh, il s'agit notamment de voir comment élucider un bon plan de recherche, mobiliser l'équipe qu'il faut, euh, les risques, comment les anticiper, le calendrier d'exécution, comment s'assurer qu'on qu'on tienne en fait un bon calendrier, la qualité dans l'exécution et tout ça, la communication et même l'administration en fait. Donc, comme l'a rappelé le professeur Dramani, le plan de recherche constitue vraiment une feuille de route pour le projet de recherche. Donc, il devrait permettre d'orienter les décisions, la structure du travail et servir de repère commun à toute l'équipe qui est engagée. Slide. Donc, quand on parle de mobiliser l'équipe de recherche, alors, pour un projet, ça va dépendre du projet, ça peut être dans un domaine donné, mais ça peut être aussi pluridisciplinaire. Donc, on a besoin, dans ce cas-là, quand il n'est pas pluridisciplinaire, alors il peut mobiliser en fait des personnes d'un profil bien donné, mais quand il est pluridisciplinaire, on ne s'enferme pas euh, pour, on va dire, élaborer un projet qui à différents domaines, et puis sans s'associer les services, l'expertise de personnes qui ont, on va dire, une certaine expérience dans le domaine en question. Donc, on a besoin alors de mobiliser une bonne équipe de recherche et cela passe par décrire les qualifications, rôles et formations de l'équipe. Parfois, lorsqu'on on va rechercher des fonds et qu'on on soumette un projet, en fonction de la nature du projet, s'il est pluridisciplinaire ou pas, le bailleur peut aller juste regarder déjà c'est quoi la composition de l'équipe. Est-ce que, bon, ils ont l'équipe qu'il faut pour pouvoir mener à bien en fait le projet qu'ils sont en train de proposer. Et ça, on pourrait le voir à travers donc le profil aussi bien académique et les expériences des uns et des autres donc mobilisés donc dans le projet en question. Donc, il y a des éléments à mettre en avant, notamment la formation et le diplôme, l'expérience dans le contexte de l'étude et l'expérience avec la population cible. Alors, c'est deux choses différentes. On peut connaître bien un sujet, mais ne pas maîtriser le contexte dans lequel on va en fait l'employer. Et du coup, on peut avoir des soucis. Le professeur Dramani avait a cité tantôt des problèmes justement liés à l'éthique dans certains contextes. Voilà. Un concept, pour l'opérationnaliser, parfois, on a besoin de le contextualiser. Voilà. Et donc, ça peut nécessiter différentes expertises, différentes expériences. Et c'est pour ça que la constitution de l'équipe de recherche doit être en fait déjà en amont prendre en compte ces différents aspects pour pouvoir mener à bien en fait le projet. Aussi, on décide de lancer un projet de recherche, donc dans notre plan, il faut s'assurer des méthodes de recherche on voudrait utiliser. Et quand on parle de méthodes, ça veut dire que dans l'équipe, il faut tenir compte justement de personnes qui sont, on va dire, à l'aise, familières avec justement ces méthodes-là.
Parce qu'on ne lance pas un projet et puis quand on est déjà dedans, on a déjà lancé la machine et puis maintenant on commence à voir bon, quelle méthode est-ce on doit en fait utiliser et tout ça. Et est-ce qu'on a la personne qu'il faut pour la mettre en œuvre, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui se font en avant et c'est pris en compte, ça doit être pris en compte au niveau même de la mobilisation de l'équipe. Ensuite, dans la gestion concrète du projet, euh, il est bon de décrire dans le plan comment le projet sera géré. Alors, ça passe par les réunions régulières. Est-ce qu'il y a un plan de suivi? Un plan de suivi pour voir un peu les achievements, les résultats clés ou les résultats intermédiaires qu'on va atteindre au fur et à mesure pour s'assurer que le projet va être bien implémenté et qu'on va pouvoir, parce que c'est pas parce que c'est un projet de recherche, un projet de recherche rentre un peu dans le cadre du cycle normal de gestion de projet. Et donc, on a besoin d'avoir un plan qui permette en fait un bon suivi pour s'assurer qu'on tend vers les résultats qu'on s'est assignés. Il est bon que le plan aussi puisse expliquer les mécanismes de supervision, aussi bien de terrain que d'exécution, en fait, donc, du projet. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce que nous prévoyons de faire pour nous assurer que, en termes de supervision, bon, tout sera en fait sous contrôle et que on va s'assurer en fait de la bonne exécution. Décrire comment et où les documents vont être stockés. Voilà. Si vous allez, par exemple, collecter des données, on a déjà parlé des aspects éthiques. Quand on a déjà pris en compte tous les aspects éthiques, notamment avant la collecte, concernant la protection et tout ça des données, quand on a fini de collecter les données, bon, il faut déjà en fait chercher à voir comment on va les stocker. Comment est-ce qu'on va les préserver pour leur utilisation ultérieure. Et donc, ces éléments-là, tout ça doit être documenté dans le plan de recherche, de sorte à ce que celui qui prend en fait le plan a on va dire, une lisibilité sur l'ensemble donc des actions qui vont être menées au sein du projet. Slide. Alors, on en vient au risque. On ne peut pas exécuter un projet, peut-il un projet de recherche, sans parler de risques. Voilà. Et les risques sont à différents niveaux. Depuis la conception jusqu'à la clôture ou l'arrêt en tout cas du projet, il y a des risques à différents niveaux. Et il est bon d'avoir cette démarche proactive là pour assurer la continuité du projet et éviter les déviations, d'éventuels cas de déviation. Voilà. Et cela passe par cartographier les principaux risques inhérents à chaque phase. Déjà, par exemple, au niveau donc de l'approbation éthique, vous pouvez avoir un blocage. Si vous n'avez pas pris toutes les mesures qu'il faut, vous pourrez avoir en fait un blocage ou refuser le déroulement d'un projet parce qu'il ne répond pas à certaines normes éthiques. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous mettez en place en amont pour prévenir ces cas-là? Parce que quand vous avez tout fait et que ça, c'est au niveau, vous avez déjà peut-être même les ressources et que c'est au niveau maintenant donc du comité que vous vous retrouvez bloqué, il y a un problème. Donc, il y a des éléments. Au niveau de la collecte, ce sont des exemples que je donne pour ceux qui sont en tout cas des experts donc des collectes de données. Vous savez que c'est tout un package. C'est tout un package qui va depuis en fait les objectifs au déroulement, en tout cas à l'opérationnalisation avec les outils, etc., jusqu'à la collecte sur le terrain. Et il peut y avoir des problèmes. Et ces problèmes-là, il faut les anticiper, il faut penser en amont pour voir qu'est-ce qui peut intervenir, qu'est-ce qui peut être un problème pour nous au niveau donc de la formation
peut-être si c'est des agents de collecte qu'on veut former, qu'est-ce qui peut être un blocage pour nous au niveau donc de la collecte à proprement parler? Qu'est-ce qui peut être un blocage pour nous euh, euh, sur le terrain qui ne soit même pas lié aux agents, qui peut être lié à d'autres facteurs? Voilà, des facteurs de sécurité ou d'autres facteurs administratifs qui peuvent en tout cas être un blocage au niveau donc de la collecte. Les cas de refus, etc. Tous ces cas-là, on les anticipe en prenant des mesures pour pouvoir en tout cas soit, on ne peut pas dire les éviter complètement, mais si on ne peut pas les éviter, alors il faut les minimiser et minimiser leur impact. Voilà. Il y a des cas même où vous avez des projets qui sont mis en place et puis au beau milieu du projet, vous avez des soucis de financement. Vous pourriez avoir des soupçons. Donc, il faut déjà commencer à voir quelles mesures est-ce qu'on prend pour, on va dire, anticiper un cas éventuel de perte de financement. Ou alors, si ce n'est pas des cas de ce genre, on va dire c'est des aspects parce que vous n'avez peut-être pas bien maturé le projet, des aspects que vous n'aviez pas prévus, qui, qui viennent en fait à vous et qui nécessitent parfois peut-être des ressources que vous n'aviez pas prévues. Tous ces problèmes-là, il faut, si on a bien réfléchi, travaillé en fait notre plan, on devrait pouvoir en fait travailler à les minimiser. C'est ça en fait l'objectif de la gestion des risques. Et quand on a fini de faire ça, on élabore un plan d'atténuation pour chaque risque qu'on a identifié. On élabore le plan d'atténuation pour les risques. Il faut désigner quelqu'un, une personne dans l'équipe pour, on va dire, assurer le suivi de ces risques-là et travailler à les mettre à jour à chaque fois lors, par exemple, des réunions mensuelles ou en tout cas, les cas de rencontres que vous avez régulièrement tout le long du processus. Donc, mettre en place, on va dire, mettre à jour, pardon, hein, le plan d'atténuation qu'on met en place afin de s'assurer que petit à petit, on est en train d'aller, on est en train de maîtriser notre sujet et que, en fait, le plan se déroule comme il se doit. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on fait tout ça et qu'on en a terminé, il faut documenter comment est-ce que pour les risques qu'on n'a peut-être pas anticipés, on n'a pas réussi à anticiper, comment est-ce qu'on a réussi les mesures correctrices lorsque ces risques-là sont intervenus, quelles sont les mesures correctrices qu'on a pu prendre. Il faut les documenter pour des besoins ultérieurs. On ne sait jamais, on peut avoir besoin donc de ces choses-là plus tard pour dans le cadre d'autres projets. Et c'est toujours important d'avoir une référence. Parfois, on manque de mémoire et c'est bon d'en disposer lorsque on travaille à documenter chaque élément que nous faisons. Slide. Voilà. Donc, un aspect très important aussi, qui est la communication, euh, parfois qu'on néglige, mais qui est hyper important dans l'élaboration et le déroulement d'un plan de recherche, la communication scientifique. Euh, c'est assez important dans la mesure où vous ne faites pas de la recherche pour vous-même. Vous ne faites pas la recherche pour aller vous asseoir dans votre salon pour le plaisir de l'avoir fait et on va dire s'en enorgueillir et puis on dit, bon, j'ai fait telle chose ou j'ai réussi à faire telle ou telle chose. Une communication efficace est essentielle, aussi bien en interne qu'à l'externe. En interne, on va dire, c'est pour ce qui concerne euh, 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 les acteurs, hein. Expliquer comment vous impliquez les différents acteurs, parce que la non-implication de tous les acteurs peut faire en fait que votre projet ou la mise en œuvre du projet va être, on va dire, bloquée ou qui va connaître en tout cas des difficultés. L'omission d'un acteur clé peut être problématique. Voilà.
Donc, on ne s'enferme pas et puis on est jaloux de son projet, alors que c'est pas, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais dans un cadre bien donné. Pour ça, parlait de recherche-action. Alors, si vous voulez faire des choses, une recherche-action, vous n'allez pas en fait, on va dire, vous enfermer et ne pas impliquer les acteurs. Après, ça peut devenir, on va dire, difficile en fait à implémenter. Il faut décrire comment les résultats seront partagés avec les publics cibles. Et tout ça, c'est important. Comme je l'ai dit tantôt, on ne le fait pas pour soi-même. Donc, quand on le fait et qu'on a des résultats, il faut les partager avec le public cible. Tout ça, en fait, permet de produire un impact. Voilà, ça permet on va dire, de tracer comment vous construisez en fait l'impact de votre, de votre projet s'il est bien implémenté. Et il faut envisager un plan de publication parce que là, on est dans le cadre de projet de recherche, on est dans un cadre scientifique. Donc, il faut toujours envisager un plan de publication et les canaux sont multiples. Les policy notes, policy briefs, les publications dans des revues à comité de lecture, la publication d'ouvrages, tous ces canaux-là. Euh, D'autres réalisent aussi des films, des vidéos et tout ça pour passer mais dans tous les cas, il doit y avoir un plan qui permette de décrire ce que vous comptez faire pour vendre, entre griffes, hein, les résultats de votre projet. Et c'est important pour, aussi bien pour vous-même que pour celui qui finance et les acteurs, parties prenantes en tout cas du projet. Slide. Ben, comme on aime à le dire, l'argent c'est le nerf de la guerre. Hein. Tout ce qu'on a décrit là, on ne peut pas en fait le dérouler s'il n'y a pas en fait de ressources. Et les ressources financières notamment sont, on va dire, c'est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que sans ressources financières, vous pourrez avoir de belles idées, formuler les meilleures questions de recherche. Si vous n'avez pas en fait de la matière pour l'implémenter, ça va rester dans votre tête, que dans votre tête. Alors, et la matière pour l'implémenter, ça peut être juste des papiers même que tu écris, mais ce papier-là, pardon, repose sur des données, sur, en tout cas, des informations qu'on a collectées, ça et là. Et pour le faire, on a besoin de ressources, aussi bien matérielles, humaines que financières. Dans tous les cas, même les ressources matérielles et, et, et humaines ont besoin d'être budgétisées. Voilà. Donc, il est bon de pouvoir détailler les coûts du projet de manière transparente. Voilà. Le budget devrait refléter la stratégie du projet. Et il est structuré autour des besoins en personnel, collecte, équipement, analyse, dissémination et une réserve parfois hein, d'imprévus pour garantir la résilience hein, du projet face aux aléas. Quoique de plus en plus, il arrive que cela ne soit pas acceptable dans certains cas, dans certains projets. Et ça veut dire que il faut vraiment vous assurer que vous avez un bon plan d'atténuation des risques et tout ça, et que tout est vraiment bien pris en compte en amont pour éviter les surprises désagréables parce que dans certains cas, vous avez un bailleur qui vous finance pour un projet de recherche et il vous prévient son financement, par exemple, n'est pas assorti
de, il n'y a pas de possibilité d'extension. Voilà. Il n'y a pas de possibilité d'extension. Ou alors, s'il y a extension, il n'y a pas de rallonge budgétaire. Voilà, c'est le terme. Il n'y a pas de rallonge budgétaire pour vous permettre, parce qu'il y a eu des imprévus qui ont fait que le temps s'est allongé plus que prévu, et donc que vous devrez en fait, vous avez besoin de ressources en fait pour ça. Donc, du coup, si vous vous retrouvez dans une situation pareille et que cela nécessite des ressources, alors que il n'y a pas de ressources additionnelles, vous pouvez être coincé. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en amont pour éviter justement de telles surprises désagréables. Il faut fournir des notes budgétaires pour justifier les montants et le budget peut être flexible, mais les changements doivent être communiqués au bailleur. Dépenser trop peut indiquer une mauvaise estimation des coûts. Hein, vous avez un budget ou un projet avec des ressources et puis à la fin, il y a beaucoup de ressources qui restent. Hein? Ou bien ça ne finit même pas, vous êtes à la moitié du temps, vous avez déjà fini de dépenser les ressources. Ça, c'est une mauvaise planification. Une mauvaise, on va dire, budgétisation, un mauvais chiffrement, en fait, donc de tous les détails qu'il faut. C'est pour ça que tous les détails doivent être scrutés au peigne fin pour s'assurer qu'on n'omet rien. Voilà, dans le cadre donc de la budgétisation. Et un aspect important aussi dans le cadre de la budgétisation, c'est que euh, le budget, il doit être, on va dire, comme on dit, axé sur les résultats. Vous avez des résultats que vous cherchez à atteindre. Ça veut dire que vous avez décaissé peut-être de l'argent et normalement, c'est, ce montant est destiné à réaliser la collecte. Il faut que ce soit effectivement le cas. Voilà. Et qu'on ne se retrouve pas en fait avec de l'argent décaissé pour une activité ou en tout cas pour un résultat on ne perçoit pas. OK, slide. Il y a aussi, quand on a fini tout ça, il faut donc passer à l'exécution du projet. Comment vous planifiez cette exécution-là? Quel est le calendrier que vous vous donnez? Est-ce que c'est une année, c'est 2 ans? Et quelles sont les activités que vous avez en fait prévues? Il faut lister toutes les tâches du projet avec leur durée estimée. Désolé si la slide, les cellules, je ne sais pas ce qui s'est passé et puis ça n'apparaît pas. Voilà, mais dans la première cellule, euh, ce qu'on a pensé, en tout cas nécessaire de mettre, c'est de lister toutes les tâches du projet avec leur durée estimée. Toutes. Euh, Finalisation du protocole, même avant ça, une rencontre de démarrage, euh, finalisation du protocole, y compris quand je parle de protocole, c'est y compris les outils et tout, parce que un protocole, après, pour le soumettre à approbation, que ce soit du comité d'éthique et tout ça, ils ont besoin donc de passer en revue tout ce que vous voulez faire dans le cadre du projet. Donc, et même les outils avec lesquels vous comptez aller collecter les données. Voilà. Donc, vous avez besoin de lister tous ces éléments-là et ce qu'il faut. Hein, l'approbation, est-ce qu'on a l'obtention de l'approbation du comité d'éthique, la formation de l'équipe de collecte pour les projets qui nécessitent en fait une collecte, date et début de collecte, quand est-ce que vous aurez terminé, nettoyer et valider le fichier des données, le rapport des activités de collecte, documenter les activités de dissémination prévues et exécutées. Tout doit être documenté et listé. Vous assurez que tout est pris en compte et que vous n'avez omis, enfin, rien n'a été omis. Vous les organisez sous forme de milestone ou de jalons dans l'avancement de votre projet. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites ça, vous avez franchi un pas vers l'avancement en tout cas
progressivement, vous tendez vers l'ultime objectif. Et dans le cas du calendrier d'exécution, il faut être vraiment réaliste. Réaliste parce que faut pas minimiser certains accomplissements et puis leur donner un délai un temps trop court qui après perturbe tout le calendrier ou un temps trop long parce que le temps, il est budgétisé dans le calendrier. Donc, il faut être réaliste, rester vraiment euh, assez réaliste. Et pour ça que c'est bon d'avoir de la mémoire. Par exemple, si vous aviez prévu un mois pour obtenir l'approbation du comité d'éthique, ben, il faudrait que les un mois, en fait, au bout de un mois, vous les obteniez. Si vous avez prévu un mois et que cela prend genre 3 mois ou 4 mois, bon, après, ça décale en fait tout le processus et donc ça devient en fait problématique. Donc, il est bon d'être réaliste et préciser si l'équipe est à plein temps pour chaque personne engagée, mobilisée dans l'équipe. Est-ce que l'équipe est à plein temps ou à temps partiel sur le projet et indiquer le responsable euh, ou le résultat attendu pour chaque tâche. Voilà. Donc, de cette façon, vous vous assurez de pouvoir en fait suivre chaque élément ou l'évolution de chaque élément. Est-ce qu'on tend vers le résultat qu'on souhaite? Slide. Tiens, suivi de la mise en œuvre. Je pense que je l'avais évoqué au début en termes donc de plan de suivi. Voilà, parce qu'un projet même de recherche euh, obéit aussi au cycle normal des projets. Donc, on a besoin d'utiliser des outils de suivi qualité pour garantir la rigueur. Un checklist de qualité selon le cadre de gouvernance de la recherche. Il y a différents modèles, hein. Ça va dépendre du bailleur ou des partenaires qui sont en tout cas engagés sur le projet et s'assurer que chaque étape est documentée et évaluée. Voilà. C'est assez bon d'avoir un plan de suivi. Ce dont on manque beaucoup dans pas mal de nos projets. Voilà. On poursuit. Et donc, pour ce faire, on a une liste de contrôle de l'assurance qualité. Euh, ici à EPHRC, euh, c'est une liste on va dire, d'éléments qui nous permettent de nous assurer hein, de la bonne qualité donc du travail qu'on est en train de faire. C'est un outil intégré au plan de recherche pour en garantir l'intégrité et la fiabilité scientifique, la conformité aux normes éthiques et l'efficacité administrative. Il sert à vérifier à chaque phase critique du projet que les procédures, normes méthodologiques, éthiques et administratives sont respectées. Et c'est important. Alors, c'est une liste dont on dispose ici, mais peut-être que d'autres disposent d'autres. Mais l'idée ici, c'est de voir qu'on a besoin de pouvoir, en fait, s'assurer à chaque fois de la qualité du projet qu'on est en train euh, de mettre en œuvre. Qualité en termes d'intégrité scientifique, qualité en termes de normes éthiques, qualité aussi en termes donc d'efficacité administrative et financière. Et cette liste-là sert à vérifier à chaque phase, comme je l'ai dit, critique du projet, que les procédures, normes méthodologiques, etc. sont respectées et permet d'anticiper, de détecter et corriger d'éventuelles non-conformités. Euh, on va le dérouler rapidement. Il y a de la conception. Ça, c'est une des phases, on va dire, critiques. Voilà. Si une réunion de lancement du projet avait été tenue, oui ou non, voyez, donc ça vous permet de checker est-ce que l'équipe a réalisé une évaluation des risques, défini et défini des mesures d'atténuation.
voyez, vous passez en revue ces différentes questions-là pour vous assurer que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour que, à la fin, voilà, votre projet soit, on va dire, un succès. Au niveau aussi de la mise en œuvre, il y a également une liste hein, de vérification auquel vous allez en fait que vous allez passer en revue, notamment et au niveau de l'analyse et des produits, et de même qu'au niveau administratif. Slide. Voilà. Donc après avoir dit tout ça, on est dans le scientifique. Il y a des ressources, des outils pour gérer en fait tout ce qui est euh, euh, que ce soit bibliographie et autres, vous avez Zotero, Mendeley pour les références, pour les analyses qualitatives, vous avez NVivo, Atlas, et pour les analyses quantitatives, il y en a plein, donc vous avez R, Stata, SAS, etc. Le plus, en tout cas, Python aujourd'hui aussi qui sont en fait certains qui sont gratuits et faciles d'accès. Donc, c'est bon de passer tout cela en fait en revue. Si vous avez des aspects qualitatifs dans votre projet, c'est bon en fait de ressortir et dire comment vous comptez en fait les gérer, quelle méthode, avec quel outil. Voilà, les templates qu'on utilise pour les protocoles, parce que les protocoles peuvent différer selon en fait les bailleurs ou il y a des protocoles standards, mais il y a aussi des modèles. Hein, OMS, il y a des universités qui ont leur modèle de protocole et puis ICAS a son modèle. Voilà, vous avez des guides pratiques de rédaction scientifique, aussi en matière d'approche éthique. Vous savez que pour certains projets, on va même exiger que chaque membre de l'équipe ait, on va dire, validé un certificat d'éthique sur la recherche scientifique ou la recherche sur les personnes humaines, les sujets humains, etc., etc. Donc, tous ces cas-là, il faut en fait aller voir est-ce qu'on les remplit ou est-ce qu'on trouve ces ressources-là pour en fait s'assurer qu'on ne soit pas bloqué à la fin hein, par un quelconque outil. Et les ressources, les sites des partenaires, vous en avez, on en a vu là, il y a IDRC ou euh, le CRDI pour les francophones. Vous avez NIH aux États-Unis, vous avez l'Union européenne, vous avez leurs sites sont accessibles, donc parfois ils ont des outils qui sont disponibles sur leur site. À travers
à travers le chat. Je vais vous inviter, chers participants, avant de donner la parole à professeur Dramani et docteur Soumaïla pour répondre aux questions que nous avions reçues, aux questions écrites. Je vais vous donner la possibilité de pouvoir prendre la parole, poser votre question ou partager votre commentaire, votre contribution avant de revenir vers nos deux intervenants. Est-ce que il y a quelqu'un qui veut prendre la parole suite aux deux interventions? Alors, en attendant d'avoir une main levée, je vais revenir vers professeur Dramani. Professeur, je vous ai partagé tout à l'heure l'une des questions en lien, en tout cas l'une des questions que nous avions reçues. Qui était en lien finalement avec qu'est-ce que nous avons comme challenge aujourd'hui au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est même au-delà de la région Afrique de l'Ouest, comme challenge par rapport à la recherche, on va dire au vraiment métier de chercheur, au challenge en termes d'identification des défis qui finalement concernent notre région. Donc les problématiques qui nous sont propres en tant que région du monde. Est-ce que vous avez un commentaire, professeur Dramani? Oui, oui, merci beaucoup, Madame Digo, et je remercie aussi mon docteur Soumaïla Ouedraogo pour son exposé. Donc, c'est assez clair. Et comme il l'a précisé aussi, nous sommes là pour échanger des expériences. C'est pas, nous sommes des chercheurs. Donc, comme on le dit, euh, on cherche vraiment à s'entraider pour voir. C'est que vous avez juste des gens qui sont devant vous, qui ont eu l'expérience et tout ça. Donc, par rapport à la question de l'Afrique subsaharienne, actuellement, la question de recherche, euh, ce que moi je vois, hein, après avoir presque 15 à 20 ans dans le domaine, c'est que nous avons, la première chose, nous avons un point de masse critique. Un point de masse critique en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire quand on dit masse critique, c'est avoir des chercheurs d'un certain niveau. Parce que c'est, en fait, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Donc, nous n'avons pas une masse critique. C'est-à-dire que quand on va réunir tous les chercheurs en Afrique, je vais même dire en Afrique, hein, je vais dire en Afrique en général, par rapport à des pays qui peuvent être, par exemple, je prends la France, je prends le Royaume-Uni, les États-Unis, etc. Bon, on va être en sous-effectif, en fait, pour pouvoir répondre euh, à des questions spécifiques. Donc, je vais donner donc, ça c'est le premier point. Donc, qui dit masse critique dit puissance d'analyse, puissance de calcul, parce que ça c'est ce que les chercheurs vont apporter aux autres qui sont les décideurs. Donc, puissance d'analyse, la puissance d'analyse et la puissance de calcul. Ça, on n'a pas assez. Donc, dans nos pays, quand vous regardez le nombre de chercheurs par habitant, vous pouvez tout de suite vous rendre compte que on est vraiment très loin. Euh, Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, financement de la recherche. Bon, nos pays ne financent pas la recherche. Alors que nous sommes en train d'aller dans l'économie du savoir, l'économie de la connaissance. Donc aujourd'hui, regardez, les gens qui ont inventé On est à l'ère des nouvelles technologies. Si vous regardez même les conflits armés sont en train... Aujourd'hui, on utilise quoi? Des drones, par exemple. Les drones, c'est quoi? C'est les technologies qui montrent que on est passé d'un cran. C'est-à-dire, c'est un peu les armes conventionnelles qu'on voit, par exemple. Mais ça, c'est comment on dit, c'est des armes, si on peut permettre le terme, hein, c'est des armes bourrées de technologie, de connaissances, qui peuvent cibler de façon précise, etc., etc. Donc, ça, il y a ce problème qui est là. Et puis maintenant, nous avons les thématiques qui nous concernent, nous, en tant qu'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, bon, on dit que nous sommes jeunes. Je pense que docteur Ouedraogo est là, il travaille sur la thématique. On est jeunes, mais on se rend compte que moi, par exemple, là, je suis aux Seychelles et je vois que c'est un pays qui a déjà transité depuis. C'est un pays africain, un petit pays, mais ils sont déjà en dessous du seuil de remplacement. Donc, le seuil de fécondité à 1,7, c'est-à-dire 1,7 enfants par femme.
Donc, ils sont en dessous du seuil de remplacement de la population, qui est de 2,1. On a des soucis démographiques, des soucis économiques, qui sont des questions de recherche sur lesquelles nos dirigeants doivent pouvoir se poser des questions. Donc, euh, nous avons un continent qui est vaste et on a besoin vraiment de créer des hubs pour pouvoir avoir la masse critique. Parce que tant qu'on n'a pas atteint la masse critique, on ne peut pas avancer. Voilà, on n'a pas, nous, c'est comme si on fait du saupoudrage. Là où les gens sont 100, vous êtes 2, 3, 10. Mais vous ne pouvez pas faire de masse critique. C'est-à-dire, les autres, tout de suite, peuvent avancer rapidement parce que c'est 100 cerveaux qui se mettent autour d'une table pour réfléchir sur une question. Vous êtes 3, vous êtes 4, vous êtes 5. Bon, ça va avancer, mais imaginez, vous allez à pas de caméléon quand les gens vont avec des fusées hypersoniques, quoi. Donc voilà en gros les grandes questions. Un continent qui est relativement jeune, le plus jeune actuellement de la planète, qui regarde des ressources humaines, des ressources humaines, mais cette masse critique manque, qui regarde des ressources, toutes formes de ressources, parce que nous ne faisons que exporter nos matières premières, etc., etc. Et qui va être confronté dans 20, dans 30, 40, 50 ans à un point de vieillissement. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe. Donc ça, c'est des sujets de recherche qui nous préoccupent aujourd'hui. Regardez l'Afrique, toute l'Afrique de l'Ouest. Regardez les mouvements de la jeunesse partout. On voit que c'est les jeunes qui poussent. On est arrivé à ce moment-là où on doit changer des choses. Les choses doivent changer. L'économie doit aller avec. Les dynamiques de population sont en train de changer, ainsi de suite. Et les gens aspirent à de nouvelles choses, surtout la nouvelle jeunesse. En fait, c'est ça. Donc, c'est ça les questions de recherche, parce qu'on ne fait pas la recherche juste pour nous. Sinon, il n'y a pas de recherche. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, Madame Digo, par rapport à cette question spécifique. Bon, je ne sais pas si je peux embrayer avec les questions que j'ai vues, sinon je laisse la parole à Monsieur Adote Ouedraogo pour... Oui, professeur, je pense que vous pouvez y aller. Je vais revenir vers Dr Soumaïla pour qu'il puisse également OK. donner son feedback sur les différentes questions. Mais allez-y. OK, j'ai vu une question sur les objectifs de recherche, etc. Donc, non, avant toute chose, avant même de commencer, je suppose que vous avez même un très bon plan de recherche et tout ça. Ce qu'il faut comprendre, euh, peut-être on ne l'a pas dit assez, c'est que si nous sommes sur si nous sommes de la recherche-action, de la recherche où on utilise des fonds compétitifs, que ce soit même au niveau de nos pays, c'est que c'est un problème d'élite. C'est-à-dire que je peux avoir un très bon plan de recherche et que mon projet ne passe pas. Parce qu'il y a d'autres qui sont meilleurs que moi. Donc, en fait, on est toujours en compétition. Et ce que les gens doivent, nous, puisque l'expérience que nous avons, c'est que le taux d'échec est très élevé. Le taux d'échec, c'est près de 95%, en fait, quand on est dans les trucs de recherche. Donc, la première des choses, déjà, avant même de chercher à répondre aux questions, on peut avoir un très bon plan de recherche et tout, mais il faut être vraiment très persévérant et se dire que l'échec, c'est ce qui est normal. C'est pas que vous allez venir faire un plan de recherche et puis, bon, vous commencez à gagner des fonds compétitifs. Non, ça ne marche pas comme ça. En général, c'est que on perd dans la pratique. On perd beaucoup plus qu'on ne gagne. C'est ça, c'est pas pour décourager, mais c'est pour que c'est le partage de l'expérience par rapport à je peux être bon, je peux être très bon, mais il y a des gens qui sont excellents et très excellents. Il faut reconnaître ça parce que nous sommes des scientifiques et aujourd'hui, les gens travaillent en réseau, c'est-à-dire que c'est des consortiums, des chercheurs qui vont se mettre ensemble pour proposer quelque chose. Ils sont très spécialisés, ce que nous, on n'arrive pas encore à très bien faire en Afrique. Voilà, on est un peu encore, on travaille un peu comment on appelle ça, en silo, c'est-à-dire chacun dans son coin, etc. Alors qu'aujourd'hui, les gens font des partenariats stratégiques pour pouvoir gagner à des fonds compétitifs. Voilà, bon, ça c'est une chose. Maintenant, les questions classiques qui ont été posées par rapport à la recherche sur les hypothèses, etc., les objectifs, ainsi de suite. En général, c'est que quand vous voyez, il y a tout un travail qu'on fait même avant de venir dire on fait un plan de recherche. OK? Si c'est des fonds compétitifs, par exemple, vous êtes en train de faire un plan de recherche,
qui est différent de faire une thèse classique. OK? Parce que quand vous êtes en train de faire une thèse classique, c'est différent. Soit votre directeur de thèse a déjà gagné comment on appelle, un grand projet dans lequel il y a votre thèse. D'accord? Donc, vous n'avez même plus à faire ça. C'est-à-dire que c'est déjà gagné. OK? Vous venez juste travailler avec votre directeur de recherche qui a déjà le financement. OK. Bon, si c'est pas ça, c'est que si c'est des fonds compétitifs, en général, les objectifs sont déjà fixés. Parce qu'on ne veut pas. C'est pas qu'on vient comme ça et puis ça tombe du ciel, en fait. C'est que on lance le fond, on lance, pardon, on lance la vie de compétition. Et on vous dit les objectifs. On vous dit ce qu'on veut atteindre. C'est déjà dit. En général, c'est déjà dit. Parce que ce que les gens cherchent aujourd'hui, si vous regardez, nous regardons en sciences sociales, les fonds, ça existe, mais c'est des fonds qui sont très, très, très sélectifs. Et les gens vous disent, voici les critères. C'est déjà connu dans le lancement de l'appel à proposal, l'appel à proposition. D'accord? C'est déjà défini ce qu'on veut. Donc, ce n'est plus, vous voyez que là, vraiment, c'est du haut vol, en fait. OK? C'est du haut vol, c'est-à-dire que on est avec des gens qui sont des chercheurs aguerris et qui vont essayer de compétir entre eux. C'est différent d'un jeune docteur qui est en train de faire sa thèse, qui veut faire un plan de recherche. Vous voyez, c'est pas pareil. OK? Donc, la question donc, va être à deux niveaux. Donc, pour ceux qui sont déjà aguerris, ils savent les relations qui peuvent exister entre objectifs, etc., etc. Mais souvent, l'objectif est donné. Les questions de recherche, les hypothèses. Euh, bon, là, c'est que quand vous parlez de ça, c'est comme si vous êtes vous êtes dans le paradigme en épistémologie qu'on appelle le paradigme de positiviste, où vous cherchez à aller, c'est qu'on a fait des enquêtes, c'est ce que nous faisons le plus, en fait, en sciences sociales. Mais il n'y a pas que ça. OK? Mais en général, c'est ça qu'on va trouver. Donc, on va aller de objectifs jusqu'à finir avec les hypothèses. Donc, il y a une cohérence comme c'est imbriqué comme les poupées russes. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la question sur comment on dit, objectifs, etc., etc. Donc, moi, j'ai voulu vraiment faire la part des choses pour dire, quand c'est des fonds, quand il y a de l'argent, on ne parle plus d'objectifs parce que celui qui veut payer, c'est ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Donc, c'est pas à vous de lui dire en tant que chercheur ce que lui veut, non. Lui vous a dit, moi, je veux A, B, C, D. Vous, c'est vous proposer quelque chose qui répond et vous allez compétir entre vous. Et lui va mettre en place un dispositif pour prendre le meilleur d'entre vous ou les meilleurs d'entre vous qui vont donner le financement. Donc, ça, c'est comme ça marche. Maintenant, le reste, je suis en train de faire une thèse et comment ça marche. Ça, c'est pour le jeune doctorant. Ça, c'est différent. Lui, là, il apprend les différentes méthodes, etc., etc. Donc, ça, c'est euh, dans tout ce qui est rapport avec la méthode de la recherche, comment ça marche, l'épistémologie des sciences et tout ça. Bon, Euh, bon là, je suis en train de résumer pour ne pas répondre de façon spécifique aux questions. Bien. Sinon, nous, l'expérience que nous avons de façon objective, je donne un exemple. Je pense que le docteur Ouedraogo en a parlé. Nous, par exemple, on avait des financements pour travailler avec des pays de la région qui ont des crises, il y a des coups d'État. Et puis, nos bailleurs nous disent, bon, nous, on ne peut plus travailler avec ces pays. On était en pleine activité. On ne peut plus travailler avec ces pays-là parce que vous n'avez plus le droit de partir dans ces pays parce que on coupe les fonds parce qu'il y a des coups d'État. Et quand il y a un coup d'État, on ne peut plus utiliser les ressources. Ça, c'est un risque, ça. C'est des risques très, très importants lorsqu'on fait où c'est difficile même d'avoir un plan de mitigation. OK? On a eu ça avec des pays de la région. Bon, je ne vais pas citer les pays, mais c'est arrivé. D'accord? Ou bien vous avez, au lieu de donner un exemple simple que tout le monde connaît, vous avez vu ce qui est arrivé aux États-Unis. Du jour au lendemain, on perd des fonds parce que le gouvernement dit, je change de politique, je ne finance plus ça, je bloque tous les financements dans tel domaine. Ça, c'est un risque. Et c'est des risques sur lesquels souvent, on n'a pas de solution, on n'a pas de solution opérationnelle. Et ça, mais ça peut arriver. Ça dit, ça bloque le projet ou bien on arrête le projet. C'est des choses qui arrivent, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec les cas que nous connaissons aux États-Unis, avec la nouvelle administration qui est là. Euh, c'est des choses qui arrivent. C'est ça, on a des risques politiques, on a des risques systémiques. Donc, il peut y avoir une guerre,
il peut y avoir une crise profonde, il peut y avoir des choses qui font qu'on bloque tout, qui bloquent le système. Et là, c'est très, très, très difficile. Euh, les risques politiques sont connus. Un gouvernement vient qui dit, bon, moi, je ne suis plus dans telle chose, j'arrête tous les projets qui parlent de tel aspect. Tous les projets, par exemple, qui parlent de droits sexuels, je les arrête. Si vous, vous étiez en train de travailler, vous avez eu le financement sur ça, vous allez stopper. Bon, donc ça, c'est... Mais je crois que Dr. Ouedraogo est revenu là-dessus pour dire, il faut quand même prévoir un plan de mitigation, ça peut arriver. Et souvent, on oublie ça parce que bon, on est souvent positif parce qu'on veut tout faire pour gagner le projet. Mais nous, je vous donne des exemples. On a perdu, bon, pas qu'on a perdu, on a arrêté des financements comme ça parce qu'il y a des crises, des coups d'État. Mais ça ne dépendait pas de nous, les coups d'État. Oui, mais c'est des risques parce que le pays, le bailleur, le donateur a ses règles, ses raisons et c'est lui qui décide de combien il alloue les fonds et dit, je suis pas, quand il y a telle chose, on arrête parce que ça ne marche plus. Je ne reconnais plus tel gouvernement parce qu'il y a telle chose, etc., etc. Bon, mais c'est des choses qu'il faut savoir. Lorsqu'on fait on travaille sur ce genre de projet, même si on a un document qui est accepté, c'est-à-dire qu'on a suivi tout le process. L'autre expérience que je voulais partager, c'est les questions d'argent. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre très tôt sur comment on gère les ressources. Et ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que après on est audité. On est audité. C'est-à-dire que quand un bailleur vous donne des ressources, après, il va venir regarder comment vous avez utilisé ça. Même si vous avez les résultats opérationnels. Il va voir, il va vous envoyer un audit pour vérifier est-ce que vous avez respecté comment on appelle. Chaque bailleur a sa façon de fonctionner. Comment on doit décaisser les fonds et tout ça. Des règles comptables. Donc, il y a tout un dispositif colossal. Hein. Et c'est ça aussi, hein, si je reviens à la première question de Mme Digo, qui bloque nos pays. Parce que nous, on a observé, si on prend le cas du Sénégal, que je connais très bien, c'est difficile d'avoir 3 à 4 think tanks ou centres de recherche qui peuvent compétir sur certains types certains fonds compétitifs. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord avoir ce qu'on appelle des audits internationaux qui montrent que qui montrent que votre système, vous pouvez gérer des fonds compétitifs. Et souvent, nos pays, nos structures de recherche locales, d'accord, n'ont pas la capacité de montrer ces papiers et ces documents. Parce que ça coûte cher de prendre un auditeur international qui va venir regarder vos comptes. Et ça, ça joue. Donc, déjà, même dès l'instant, vous êtes éliminé. Parce que pour même compétir, il faut d'abord montrer que vous avez des audits internationaux et que vous avez un système qui est audité de façon internationale. Sinon, les gens ne vont pas vous mettre des fonds compétitifs, par exemple. OK? Donc, ça, c'est des choses que je voulais ajouter pour à essayer de donner l'expérience de ce qui se fait à ce niveau-là, parce que c'est pas juste avoir les compétences scientifiques, mais il y a aussi le fait d'avoir tout un système administratif, un système financier qui fonctionne et puis s'entourer aussi de conseillers, parce que quelqu'un qui met son argent va regarder comment vous allez utiliser cet argent. Voilà, donc Madame la modératrice, je vais Merci. m'arrêter là pour passer la parole à Dr. Ouedraogo, Yeah, of qui course. I qui yeah, va partager awesome, aussi awesome. pour son expérience. Merci beaucoup. Si, merci beaucoup, professeur Dramani. Mm, Je pense que ça a été riche comme réponse. On est allé même that's un petit peu great. au-delà comme vous dites, Okay. des challenges Mm, et défis habituels. Donc, merci pour ce partage d'expérience. Docteur Ouedraogo, avant de vous donner la parole, okay, you proceed with that. j'aimerais souligner une question que nous avons dans le chat. You On nous proceed demande with that with the response. Huh? Mm, en matière de recherche, quels sont yeah. les challenges en termes de collecte de données? Question de Adama Diallo du Sénégal. Donc, challenge en termes de collecte de données ou d'évaluation des indicateurs clés provenant justement des données Okay. collectées. Si possible, si vous pouvez démarrer par cette Mm, question et puis vous pouvez yeah. réagir par rapport à toutes les questions que nous Yeah. avons Mm, dans le chat, si vous voulez bien. Euh, OK.
Merci, madame, pour me repasser la parole. Alors, sur la question du collègue Adama Diallo, alors les challenges en matière de collecte de données ou d'évaluation des indicateurs clés provenant des données collectées. Vous savez, pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, l'un de nos plus gros problèmes réside même dans l'absence de système formel de données. Je prends pour, étant démographe, je vais parler donc, je vais l'adapter en fait à mon contexte. Si vous prenez des données sur la population, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne manquent d'un système d'état civil. Et donc, on est obligé, donc, pour pouvoir en fait renseigner certains indicateurs, assurer le suivi d'un certain nombre d'indicateurs, de recourir à des enquêtes en population générale. Vous voyez, lesquelles enquêtes reposent sur les déclarations des individus. Vous n'avez aucun moyen, vous avez peut-être des moyens à travers ceux qui conçoivent les questionnaires, généralement le savent, ils mettent souvent d'autres types de questions pour assurer une certaine cohérence dans les réponses, mais vous ne pouvez pas le faire à tout bout de champ, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc parfois, on peut se retrouver avec des problèmes, des déclarations qui peuvent être erronées et tout ça. Donc on peut être loin de la réalité. Mais comme on aime à le dire, mieux vaut avoir quelque chose que rien du tout. Donc on s'en tient au quelque chose qu'on a. Si vous prenez les données que nous avons sur la mortalité, dans tous les rapports qu'on essaie de produire, on nous dit toujours que la mortalité est sous-estimée parce qu'on n'a pas capté assez bien en fait l'information du fait d'un manque de système d'état civil performant pour marche assez bien. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus et il y a eu des améliorations, notamment pour ce qui est, par exemple, de pouvoir capter les naissances et tout ça. Mais pas tout. Les dynamiques de population n'est pas guidée que, par exemple, par les naissances. Vous avez les décès, vous avez les migrations. Voilà. Donc, c'est autant de questions qui font challenge. Ça, c'est que dans le domaine, en fait, de la démographie, là où je suis en train de parler. Et, mais plus globalement, les challenges sont assez énormes. Il y a certains challenges qui peuvent être liés justement au conflit, ou puisqu'on est pour un grand nombre de participants là, en fait, vient de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'il y a pas mal de problèmes d'insécurité, ça et là, et ça pose des challenges en termes de collecte de données. On est en train de vouloir peut-être aller vers des systèmes de collecte qui utilisent les nouvelles technologies. Euh, mais là encore, ça veut dire qu'on ouvre une fenêtre qui débouche sur d'autres challenges. Voilà, d'autres challenges qui ne résolvent pas forcément les problèmes. Ça permet juste d'assurer la continuité sans forcément résoudre les problèmes, notamment sur la fiabilité des informations qu'on collecte et tout ça. Donc, les problèmes, les challenges peuvent en fait rejoindre un peu tout ce qui est principal challenge de recherche en Afrique subsaharienne, plus globalement, notamment les questions de financement, qui, pour la plupart de ceux qui sont dans le milieu de la recherche ou qui travaillent dans les institutions de recherche, vous allez voir que dans la plupart de nos pays, quand bien même certains disent que c'est pas l'argent qui fait la recherche, j'aimerais bien savoir en fait avec quoi est-ce qu'on voudrait en fait le faire si on n'a pas de ressources. Parce que les personnes qui doivent y travailler dans ces institutions
C'est leur travail à plein temps et donc il faut bien les rémunérer. Et donc, voilà, il faut des outils, il faut des équipements et on ne peut pas le faire en fait sans ressources. Malheureusement, dans nos pays, il n'y a pas de système durable. Je dis bien système durable. Un système durable serait un système qu'on met en place qui permet de chaque année de générer de la ressource pour alimenter peut-être un fonds national de recherche qui est assez consistant et qui permet en fait de financer la recherche. Peut-être qu'on n'y a pas encore donné toute son importance à la recherche, mais pour le moment, la plupart de nos institutions de recherche, nos universités, etc., en dehors du paiement des salaires, la recherche ne peut pas en fait se limiter qu'au paiement en fait des salaires. Voilà, les charges du personnel. Et après, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour ce qui concerne en fait, on va dire, la recherche elle-même. Donc, on a des soucis parce que, voilà, un pays se lève hier et décide de couper en fait les ponts, tout le monde est chamboulé. Le monde entier est chamboulé. C'est vrai, c'est depuis les États-Unis, mais on voit qu'en Europe, eux aussi, parce que ça joue sur leur portefeuille à certains endroits, ils ont décidé aussi de gérer les financements qu'ils ont à certains endroits. Et donc, nos, ceux qui sont les plus gros perdants, en tout cas, c'est les institutions qui dépendent de ces structures-là. Parce qu'en regardant où est-ce qu'ils peuvent couper, le plus simple pour eux, ce n'est pas de couper d'abord, mais c'est de couper on va dire, les financements qu'ils envoient vers l'extérieur. Et donc, on se retrouve en fait pris dans le tour. Mais on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Voilà. Nous avons des pays qui, à part entière, on est fiers de clamer notre indépendance et il est temps à un moment donné que, au niveau aussi, voilà, que cela s'accompagne en fait de volonté effectivement et qu'on puisse en fait voir un début de changement dans les intentions ou en tout cas dans les actes en matière de financement de la recherche dans les pays d'Afrique subsaharienne. L'autre challenge qui vient s'ajouter à ça, c'est un peu les questions de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, et toutes ces nouvelles méthodes qui sont en train de monter, où on est un peu largué. Je parle de largué, je parle de l'Afrique subsaharienne parce que on a encore un certain retard en termes de développement, je vais dire, sur le monde, si bien que on a encore du mal à adapter hein, ces méthodes-là. Donc, il y a du travail à faire, et le professeur en fait l'a souligné, il y a, sur tous ces domaines-là, on a besoin de renforcer les capacités et d'avoir de l'expertise pour ne pas être un peu en marge de ce qui se fait ça et là. Mais un challenge plus spécifique que je vois, c'est pour quelqu'un, un scientifique de la population, c'est de voir que nous avons des politiques de santé parce que la santé étant, on va dire, presque, voilà, c'est de voir on n'a pas véritablement de système pour, aujourd'hui, vous prenez tous nos pays, vous prenez les politiques de santé, ils sont très peu ces politiques qui peuvent vous informer sur, en population générale, je dis, si on en a trop fait, c'est de pouvoir vous informer sur les maladies qui sont prévalentes peut-être dans les centres de santé, parce que c'est ce qu'on a capté. Alors que nous savons que il y a une bonne frange de nos populations qui ne fréquentent pas encore les centres de santé. On ne sait pas les principales causes de décès. C'est difficile à capter. Et vous voulez vous placer dans une logique de prospective, il y a un problème parce que comment est-ce que vous arrivez à bâtir des politiques de santé quand vous ne savez même pas c'est quoi les maladies qui touchent en tout cas le plus vos populations, c'est quoi les maladies qui tuent le plus vos populations, c'est quoi les maladies qui, on va dire, constituent un fardeau pour nos systèmes de santé. Oui, il y a des maladies peut-être qui ne sont pas létales, elles ne sont pas meurtrières,
mais elles t'amènent, parce qu'elles sont chroniques, elles t'amènent à être tout le temps à l'hôpital et donc elles alourdissent le fardeau en fait des centres de santé. Là où le médecin pourrait se libérer pour traiter d'autres personnes, il est obligé de te prendre toi. Voilà. Donc, tous ces éléments-là sont des challenges sur lesquels, pour le moment, on essaie donc de faire même les programmes DHS qui, c'est des programmes qui ont été, on va dire, sont venus d'ailleurs. Et nous avons encore, au jour d'aujourd'hui, en 2025, on a encore du mal à s'asseoir et dire, voilà nos priorités, voilà ce sur quoi nous voulons travailler. Il nous faut forcément avoir des informations, il nous faut forcément documenter nos politiques avec des informations, des évidences claires qui nous permettent d'avancer. On a encore du mal, on est encore hésitant en fait là-dessus. On, 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 on recopie, j'ai vu des financements de NIH où on nous disait, ah, bah, parce qu'il y a un financement, mais c'est plus, on veut plus pour ce qui est de l'Afrique, ceux qui travaillent sur les maladies de Alzheimer. Vous voyez, les maladies de Alzheimer, ok, c'est bien, c'est des maladies, c'est des préoccupations. Il y en a dans nos contrées. Mais pour le moment, elles ne sont pas aussi importantes que certaines autres maladies, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. Donc, on va faire des proposals, on va faire des plans de recherche, on va soumettre des projets pour aller chercher des ressources pour travailler sur Alzheimer en Afrique subsaharienne. Prenez des gens qui vivent dans le Sahel, là. Est-ce que c'est Alzheimer leur préoccupation en matière de santé? Je ne pense pas. Mais parce qu'on n'a pas, on est un peu, et c'est normal. C'est la main qui donne, qui guide en fait la direction à prendre. Bien. Et donc, il y a en fait des problèmes, des challenges de ce type-là sur lesquels on n'est pas des décideurs, on ne peut pas en fait décider. Donc, on subit tous, mais sur lesquels peut-être que ensemble, en portant nos voix ensemble, on va peut-être arriver à amener des gens, ceux qui sont des décideurs, à nous entendre et puis à dire, bon, il est temps qu'on change un peu de fusil d'épaule et de revoir certains aspects dans nos pays. Voilà. Il y avait des questions aussi sur bon, je pense que le professeur l'a dit, la bonne question de recherche. C'est quoi une bonne question de recherche? Mais je Oui, pense peut-être juste, il, docteur Somaïla, peut-être juste avant de revenir sur la bonne question de recherche, il va nous rester quelques minutes. J'aimerais peut-être plutôt vous entendre sur la question de Yapo, qui finalement nous demande dans la constitution d'une équipe de projet, quelle est la personne qui est en charge du contrôle de l'assurance qualité. Donc, OK, comment le dispositif est fait, voilà. OK. Euh, alors, le contrôle qualité, puisque encore un projet, c'est un travail d'équipe. Euh, on peut en donner la responsabilité, en fait, d'assurer le suivi qualité euh, à une tierce personne, membre de l'équipe. Ça va dépendre de l'organisation. On est dans une organisation euh, où on est juste une équipe indépendante qui fait en fait le travail en question. Mais dans tous les cas, qu'on le confie à une tierce personne ou au programme manager, l'objectif, c'est de s'assurer qu'on ait un regard sur la qualité du travail qu'on est en train de faire. Donc, c'est assez important d'y penser. Donc, le fait d'y penser et de mettre responsabiliser quelqu'une personne pour le faire, c'est une chose. Mais cela n'empêche pas le responsable du projet, qu'on appelle souvent sous un jargon le Principal Investigator, PI, de lui-même jeter un regard parce que quelque chose pourrait échapper à la tierce personne à qui on a confié et le succès du projet va dépendre non seulement de l'équipe, mais de la responsabilité repose en fait entre ses mains en tant que le principal investigateur donc, du projet. Donc, outre cette personne-là, il a un droit de regard pour s'assurer que tout se fait comme il se doit. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la question de...
Merci, Et merci, merci beaucoup, docteur voilà. Soumaïla. Je pense que ça a été une intervention très, très appréciée. Je retiens les mots, donc localisation. Localisation des priorités pour pouvoir justement avoir la main sur les idées, sur les problématiques de recherche et naturellement la proposition, pourquoi pas en lien avec le propos de professeur Dramani par rapport au financement de la recherche, donc la prise en charge de nos pays pour le financement de la recherche pourrait permettre finalement aux chercheurs africains d'avoir la main sur, en tout cas, la possibilité de travailler sur les problématiques qui nous sont propres, en tout cas qui concernent et qui finalement intéressent nos pays et forcément nos décideurs. Donc, c'est ce que je retiens. On va avoir vraiment quelques minutes. J'aimerais, professeur Dramani, vous donner la possibilité de donner un dernier mot avant que nous puissions remercier un petit peu tous les participants. J'aimerais juste rappeler que nous avons des participants du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, cette fois-ci, et de la Centrafrique. Voilà. Euh, Professeur Dramani, un dernier mot? Oui, merci, Madame Digo. Bon, mon dernier mot, c'est d'abord remercier le docteur Ouedraogo, bon, que j'ai eu l'occasion de connaître là, lors de cette séance, par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Et ensuite, remercier Pierre Chessy, tous les gens qui sont connectés. Et je pense que, on a besoin de ce genre d'initiative pour que on puisse avoir une masse critique, qu'on puisse essayer, comme vous le dites assez bien, qu'on puisse forcer, en quelque sorte, en gris, forcer nos dirigeants à financer la recherche en Afrique. Parce que tous les fonds que nous avons sont des fonds qui viennent de l'étranger. Et c'est vraiment, ça nous fait mal, ça nous fait très mal. Mais on n'a pas le choix. Dr. Ouedraogo l'a dit, bon, on fait avec, mais on aurait vraiment voulu travailler sur nos pays avec les problématiques qui nous intéressent, nous. Voilà. Et c'est ça vraiment, nous, notre vision, c'est que nos pays puissent mettre un peu d'argent pour les chercheurs, leurs propres chercheurs, qu'on travaille sur les thématiques qui nous intéressent, qui intéressent nos populations et non les thématiques qui intéressent les autres. Voilà, Madame Digo, ce que je voulais dire. Merci beaucoup Si, pour l'invitation. merci beaucoup, prof, pour toutes les personnes qui se sont intéressées vraiment au travail du CREG, dont le professeur Dramani est président et coordonnateur. N'hésitez pas à visiter le site Internet. Vous avez également une adresse email qui a été partagée dans le chat pour pouvoir poser vos questions au Craig. Et sinon, facilement, on va dire, trouvable via Google pour voir un petit peu tout ce que le Craig fait. Comme il dit, ils sont dans la recherche et dans la recherche-action. Ils rejoignent on va dire, le cœur de métier de APHRC également, qui est dans la recherche sur les questions de santé et de population. Donc, aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité de pouvoir écouter en tout cas les expériences du professeur Dramani et de Dr Soumaïla en provenance de ces deux organisations-là. On y est, on est dans la démarche de travailler ensemble. Donc, nous sommes deux institutions africaines qui collaborent sur différents projets, mais dans le cadre de l'activité qui nous réunit aujourd'hui, j'aimerais juste préciser que c'est une série de webinaires mensuels. Donc, ce mois-ci, nous avons travaillé sur la conception d'un plan de recherche et vous avez vu que aussi bien professeur Dramani que Docteur Soumaïla ont quand même brossé l'aspect du financement qui va être la thématique du prochain webinaire, donc au mois de mai. Il y aura deux autres intervenants tout aussi expérimentés qui viendront également. On aura en tout cas un intervenant d'une autre organisation et un autre membre de APHRC parce que l'idée, c'est de créer cette masse critique. L'idée, c'est d'accompagner tous les chercheurs en début et même parfois en milieu de carrière pour que nous puissions bâtir ensemble ceux qui vont faire la recherche encore aujourd'hui, mais surtout ceux qui vont la faire demain, et que nous puissions atteindre tous nos objectifs, quelle que soit la thématique et la problématique qui va être concernée. Je voudrais remercier tout le monde
Vous recevrez les éléments, les principaux éléments qui ont été discutés dans le cadre de ces webinaires. N'hésitez pas à contacter APHRC via ces différentes pages sur les réseaux sociaux, via son site Internet si vous avez des questions. Le programme se poursuit. Nous aurons un autre webinaire au mois de mai. Je remercie vivement le docteur Soumaïla Ouedraogo pour sa disponibilité, ainsi que le professeur Latif Dramani, qui, comme nous l'a dit, nous rejoint depuis les Seychelles. Merci, professeur Dramani, pour le travail et la couverture géographique. Je sais que c'est pas évident. On va y arriver. On va y arriver Ok, en tant que, on va y merci, arriver merci. en tant qu'Africains qui croient en Merci la beaucoup. recherche. Donc, on va y arriver. Merci encore à tout le monde. Je vois beaucoup de réactions. J'avais oublié la Côte d'Ivoire aussi qui est présente. Donc, je le mentionne. Merci à tout le monde et je vous dis au mois prochain, vous recevrez les notifications et n'hésitez pas à participer et à vous connecter.